C'est bon, Laurent, j'ai trouvé une autre paire. C'est Lionel qui m'a prêté sa paire. On a tous le même niveau de vue. Ouais, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour le colloque de clôture du projet Génie. Génie, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, ça veut dire jumeaux d'enseignement numérique immersif et interactif. Donc, c'est un projet de France 2030, de l'appel à projet DEMOS, démonstrateur de l'enseignement supérieur, qui est coordonné par l'ANR, et on aura le plaisir d'accueillir demain Antoine Rosy, qui est le responsable de ce programme DEMOS. Et c'est un projet également avec 4 établissements partenaires, donc 3 établissements d'enseignement supérieur qui forment des scientifiques, des technologues, des ingénieurs, donc le CESI, le CNAM et puis l'ENSAM. Et puis le CEA qui nous a beaucoup apporté pour son expertise en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et donc je vais laisser la parole à Laurent Champanet, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc Laurent Champanet, directeur général de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, qui va représenter par sa présence l'ensemble des directeurs et directrices de nos 4 établissements partenaires. Et on aura également une vidéo de Jean-Marc Augier, le directeur du CESI, qu'on passera juste après. Donc, Laurent. Merci Véronique, merci de m'accueillir. J'étais présent le 30 novembre 2021 au kick-off meeting de Génie à Laval. Qui était présent à ce kick-off meeting ? C'est bien, c'est un bon signe. C'est-à-dire à la fois on a fait du renouvellement, on a fait rentrer des nouveaux, on a fait rentrer des jeunes dans le système. Voilà. Bon, ouais, je suis très heureux d'être là parce que j'ai toujours été fan de ce projet. Alors j'ai cherché ce matin dans mes archives où est-ce que le terme génie était apparu la première fois dans mes documents. Voilà. Et je l'ai retrouvé pour la première fois dans une réunion du COMEX de l'ENSAM le 3 mai 2021. Voilà, et il y avait déjà une première version de soumission du dossier, pour comment ça s'appelle, DEMOS. Voilà. À la rédaction, à la plume, il y avait 2 personnes. Il y avait Yvan Yordanov qui est là et Xavier Kestelin qui se cache, qui est là-bas aussi. Voilà. Donc c'est Xavier qui a inventé le nom Génie. Voilà. Voilà. Je racontais tout à l'heure, j'ai vu une journaliste tout à l'heure de l'AEF qui m'a dit « Ah, vous vous souvenez, demain, on a rendez-vous pour parler de Genai. »
Et ça y est, maintenant, on a attaqué la dimension internationale du projet. Voilà. Le retour de Jenai, exactement. Voilà. Alors, non, mais je suis vraiment content qu'on soit là. Alors, on en peut avoir l'impression que le projet se termine maintenant. Mais je crois qu'on avait on avait des grandes ambitions au départ de ce projet-là, qu'on a essayé d'exprimer. Je crois qu'Yvan disait tout à l'heure qu'il y a eu 17 versions du document de soumission. Au début, alors avec les 4 établissements, les 4 établissements, le CEA, le CESI, le CNAM et l'ENSAM, sont très complémentaires. Mais il a fallu qu'on discute un petit peu pour comprendre quelle image on avait du terme jumeau numérique. Je crois qu'à l'époque, on avait cherché la définition de jumeau numérique et on avait trouvé combien de... C'était plus d'une centaine de définitions différentes du terme jumeau numérique. Voilà. Donc, on a itéré un petit peu pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire ensemble. Voilà. Je pense même que quand on a démarré le 30 novembre, on n'avait pas tous dans la tête la même définition de ce qu'on allait faire. Voilà. Je pense qu'on avait tous des attentes un petit peu différentes par rapport à ce qu'on voulait faire ensemble. J'avoue que j'ai eu des petites phases d'inquiétude sur notre capacité à avancer ensemble. Mais je pense que le sujet était tellement passionnant qu'effectivement, ça a fait qu'on a réussi à avancer ensemble, qu'on a réussi à renouveler les équipes, hein, parce qu'effectivement, Xavier Questelin, qui était à l'époque DGA Formation des Arts et Métiers, a arrêté, et puis c'est Véronique qui a repris derrière le pilotage. Sébastien Fernandez a dû arriver en cours de route. Donc, voilà, donc malgré ces changements, hein, on a quand même réussi à faire que le projet avance dans le bon sens. Moi, j'avais trouvé que dès le départ, pour les quelques-uns qui étaient là-bas, il y avait un grand engouement. Et en particulier, pour moi, dirigeant de l'ENSAM, il y avait un élément particulièrement important, c'est que la DSI de l'école était présente à Laval ce jour-là. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont plus là. Non, ils sont pas là. Mais c'était un élément quand même fort, parce que dans la tête, on avait quand même l'idée que derrière ces jumeaux numériques, il y avait effectivement beaucoup de virtuels, mais qu'on avait besoin de connecter ça avec du réel, qu'on avait besoin de capter des données, qu'on avait besoin de faire interagir le jumeau virtuel et le jumeau physique, et qu'il y avait des données à stocker, qu'il y avait des échanges d'informations à faire et qu'il y avait besoin de support informatique. Voilà. On ne va pas dire s'ils ont bien travaillé ou pas, mais voilà, c'était important qu'ils soient là. Et à cette journée, effectivement, tout le monde avait envie d'avancer. Je dois dire que pendant les phases de mise en œuvre, hein, au fur et à mesure qu'on délivrait des jumeaux numériques de différentes installations, de nature assez diverses, hein, voilà, avec des choses de laboratoire au CNAM, avec des choses plus industrielles sur différents champs industriels entre le CESI et l'ENSAM. Chaque fois, j'ai trouvé qu'on était au rendez-vous de nos ambitions, voire même plus. Et je le disais à quelques-uns, je trouve qu'au final, on est allé au-delà de mes ambitions. Voilà. Alors, sur les aspects, sur la capacité à créer des jumeaux numériques qui soient très représentatifs d'un point de vue pédagogique avec les environnements réels, j'avais aucun doute sur vos capacités à faire des choses qui tiennent la route. Je trouve que sur l'aspect rendu, l'aspect immersif, puisqu'il y a un des deux I hein, qui est immersif, je trouve qu'on est allé au-delà de mes espérances. J'avais peut-être pas assez d'espérances, voilà. Et je racontais la chose à quelques-uns, je m'excuse pour eux parce que je vais répéter ce que j'ai dit. Un des éléments qui m'a frappé, c'est que donc on l'avait déjà trouvé quand on a sorti par exemple le jumeau de la forge à Metz, pardon. On était déjà on y était, voilà. Et quand on a sorti le jumeau numérique de la fonderie sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, il se trouve que je pense que Véronique l'a présenté au conseil d'administration. Donc, alors à chaque conseil d'administration des Arts et Métiers, Véronique présente un jumeau numérique, voilà. Et un des représentants des personnels, qui est un représentant d'une organisation syndicale de l'ENSAM, est l'ingénieur de fonderie d'Aix-en-Provence. Et quand il a vu le film
de sa fonderie, voilà, parce qu'il a passé une grande partie de sa carrière là, avec la charpente en bois, je pense qu'il a pleuré un peu. Voilà. Et là, je me suis dit, on a réussi le truc. Parce que au départ, aux arts et métiers, et je pense que cette idée, elle a fait un peu opposition au projet, pas de votre part, mais de la part de votre environnement à chaque fois, dans chacun des établissements. Il y avait cette idée de dire, on a bien vu, vous faites des jumeaux numériques, comme ça vous allez pouvoir vous débarrasser du réel. Voilà, il y avait vraiment cette peur. Et là, quand on a fait ça, je me suis dit, là, on a réussi. Parce que les personnels techniques qui sont là, ils voient l'intérêt de ce jumeau immersif et ils voient comment s'y projeter. Et j'ai trouvé que cette capacité d'immersion et de retrouver le système réel, le fait que ça soit connecté avec des données réelles, on avait vraiment réussi les choses, quoi. Voilà. Et donc du coup, je garde une petite version film de chacun des jumeaux numériques pour pouvoir, sur ma tablette, quand je me déplace, pour pouvoir les montrer à des gens. Et chaque fois, les gens sont assez bluffés du rendu de ce que vous avez fait. Voilà. Alors là, on a commencé aussi la phase de dissémination. Il y a beaucoup qui a été fait, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a un énorme potentiel sur ces jumeaux qu'on a développés ensemble. Alors, déjà, sur nos capacités, ça va être un peu nos enjeux. Et il me semble qu'il va falloir qu'au-delà de ce projet, on reste connectés ensemble, parce qu'il y a encore des nouveaux jumeaux à développer. Il faut que ce savoir-faire de développement, on le garde. Je pense qu'il y a un très gros potentiel de relation avec l'éducation nationale. On en avait parlé déjà depuis longtemps. Ça ne faisait pas forcément partie du projet dans sa réalisation. Mais voilà, moi je me désespère de voir que les filières d'éducation, de l'éducation nationale, les filières technologiques, professionnelles, soient un peu à la peine en termes d'équipement. Et je pense qu'on a les moyens, nous, de les aider, de collaborer avec eux sur construire des parcours pédagogiques qui soient passionnants et qui soient intéressants, en s'appuyant en partie sur ces jumeaux numériques. Et pour ça, alors on a commencé à le faire, hein, mais il faut qu'on travaille aussi à comment accéder à ces jumeaux depuis l'extérieur pour un plus grand nombre, et puis qu'on travaille à comment développer des parcours pédagogiques au sein de ces jumeaux qui n'intéressent pas forcément nos 4 établissements, mais qui intéressent éventuellement des lycées professionnels, des sections de BTS, d'IUT, pour qu'on puisse capitaliser sur tout ça. Donc j'espère qu'on aura le lieu pour faire ça après. Voilà. Dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment, ce projet est vraiment une très très grande réussite. C'est dû à vous, les pionniers du départ du 30 novembre 2021 à Laval, et puis tous les autres qui se sont rejoints. Donc félicitations pour ce travail et très bon après-midi. Merci Laurent. Donc je vais maintenant laisser la parole à Jean-Marc Augier, mais en vidéo, qui a pris le temps, voilà, d'enregistrer une petite vidéo pour vous dire aussi voilà, qu'il aurait aimé être avec nous, mais que malheureusement, bon, on sait très bien que les fins d'année sont très chargées et qu'il n'a pas pu se joindre à nous. Monsieur le directeur général de l'ENSAM, cher Laurent, mesdames et messieurs les représentants des partenaires du projet Génie, chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens participer avec cette petite vidéo à la cérémonie de clôture du projet Génie, grand programme investissement d'avenir de type démonstrateur numérique pour l'enseignement supérieur, qui a été extrêmement important pour CESI et pour ses partenaires, pour contribuer à la modernisation de l'espace d'apprentissage que nous proposons à nos étudiants. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui car pris par le conseil d'administration d'une de nos écoles localisées au Mans, et c'est avec beaucoup de regrets que je suis contraint de vous faire cette petite vidéo. Je voulais remercier l'ensemble des partenaires pour leur participation active, cette très belle contribution de ce projet, et dire que pour CESI, ce sont près de 4000 étudiants, enseignants et enseignants-chercheurs qui ont pu bénéficier des jumeaux numériques au travers des 2 plateformes Industrie 5.0 et Fabrication additive métallique que CESI porte depuis quelques années maintenant. C'était aussi une excellente opportunité pour CESI que de prendre de la hauteur sur ces espaces d'apprentissage, avec la production du livre blanc et du VAT-D Mécom Génie,
précisément, qui permet de prendre de la hauteur et du recul sur ces espaces d'apprentissage que nous proposons à nos jeunes, dans le but précisément de se retrouver dans des conditions virtuelles quasiment équivalentes à celles de l'industrie. On sait aujourd'hui que les jumeaux numériques prolifèrent dans tous les espaces, permettant de faire de la modélisation, de la simulation, de la comparaison et d'approcher les modèles numériques de la vérité terrain, et donc de finalement rapprocher l'industrie de l'enseignement supérieur, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui en matière d'employabilité de nos jeunes. Je me réjouis donc de ce partenariat, de ce projet. Je voudrais encore remercier les contributions de chacun des partenaires et des collègues internes à CESI, et dire que du côté de CESI, évidemment, et aussi pour certains des partenaires qui sont aujourd'hui autour de cette cérémonie, ça n'est pas terminé, l'aventure continue, puisque le projet Confluence, dans lequel CESI intégrera des éléments développés dans le génie, va se poursuivre autour des micro-learning factories, qui sont là aussi des environnements d'apprentissage que nous proposons à nos jeunes. Par ailleurs, du côté de CESI, nous avons remporté un projet Erasmus+, qui s'appelle Virtual Learning Factory Networking and Strategy Build-up, Supporting European Industrial Digitalization, Competitiveness and Growth for All. Projet qui démarre en 2025 et qui s'arrêtera en 2029, dans lequel nous allons travailler sur les résultats et transférer sur les résultats de génie et les transférer aux autres partenaires et poursuivre les développements et intégrations pédagogiques du jumeau numérique de la plateforme Industrie 5.0 notamment. Donc comme vous le voyez, ce superbe projet génie a accompli ses ambitions initiales, a permis de contribuer à la mise en réseau de partenaires académiques du supérieur d'excellence et de très haut niveau, a permis d'améliorer la formation de nos jeunes. Ce ne sont que des conditions vertueuses dont nous nous réjouissons tous. Je vous souhaite à tous et tous, au travers de cette journée de synthèse et de clôture, d'excellents travaux, et je suis convaincu que nous aurons d'autres opportunités pour travailler ensemble avec ces partenaires qui sont précieux pour nous et qui sont extrêmement complémentaires. À nouveau, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Voilà, donc bien sûr, donc les deux autres n'ont pas pu, les deux autres directeurs d'établissement, donc du CNAM et du SEA, ne sont pas là, mais voilà, Laurent les a représentés et on a pu avoir cette vidéo. Donc je vais maintenant passer à la partie colloque proprement dite, par tout d'abord vous introduire ce que c'est que le projet Génie. Donc c'est plus un teasing hein, que... parce que vous aurez beaucoup plus de détails demain par les 4 coordinateurs de Work Package qui vous donneront beaucoup plus de détails et par les pitchs que vous aurez tout à l'heure. Voilà, alors donc le projet Génie, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, donc je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais Laurent l'a fait. Ah, il faut que je me mette comme ça avec le micro, oui. Donc Véronique Favier, je suis directrice générale adjointe de l'École nationale supérieure d'arts et métiers et responsable scientifique du projet Génie, même si je ne suis pas à la jeunesse de ce projet, puisqu'il y a eu des changements, et je remercie encore notamment Yvan et Xavier du côté ENSAM et évidemment tous les autres partenaires qui ont monté ce très très beau projet. Donc pour coordonner ce projet, on a Sébastien Fernandez que vous allez voir de temps en temps, voilà, qui nous a aidés dans l'organisation. Et puis on a un comité de pilotage qui représente l'ensemble des établissements. Donc Claude Andriot pour le CEA, Solveig Fernagu et David Baudry pour le CESI, Christian Cousquer et Anaïs Texier pour le CNAM. Et puis Lionel Roucoul en complément donc pour l'ENSAM. Alors, quelle était au départ l'intention du projet Génie? C'était comme nous sommes des établissements donc, de l'enseignement supérieur qui formons notamment des ingénieurs, des futurs ingénieurs, et qu'on sait que dans l'industrie, eh bien, on développe et on utilise de plus en plus de jumeaux numériques, on s'est posé la question donc de comment on peut former nos jeunes à des jumeaux numériques qui sont quand même différents de ce qu'on appelle la simulation numérique classique.
Et puis, ces jeunes, on sait qu'ils sont très à l'aise avec le numérique, certains même avec la réalité virtuelle, notamment au travers de jeux vidéo. Et donc, on s'est posé la question, donc, est-ce que ces jumeaux numériques peuvent être également utilisés et comment pour l'apprentissage? Donc, c'était l'idée de départ, former aux jumeaux numériques et former via les jumeaux numériques. Alors, il faut quand même préciser ce qu'on appelle jumeaux numériques. Laurent l'a dit, c'est vrai que derrière ça, il y a plein de définitions possibles. Donc, nous, ils sont immersifs et interactifs, en général. Après le degré d'immersion, on pourra en discuter. Et ce sont des jumeaux numériques de systèmes industriels réels, notamment dans le domaine de la fabrication. Vous avez l'exemple ici de l'atelier de forgeage du campus de Metz de l'ENSAM, avec donc le jumeau réel, le jumeau physique, et puis sa maquette numérique, donc le jumeau numérique qui est donc à droite. Donc c'est pour ça que ce sont des systèmes, je vais vous balayer l'ensemble des jumeaux, vous voyez, qui sont quand même dans le domaine de la fabrication ou de certains systèmes industriels. Ensuite, ces jumeaux numériques, comme on l'a dit, on veut s'en servir pour l'enseignement. Donc on a appelé ça aussi des jumeaux numériques d'enseignement. Mais c'est vrai que ces définitions-là, elles ont non seulement, Laurent l'a rappelé, amené à beaucoup de discussions au montage du projet, mais je peux vous l'assurer, en cours de projet également. Et donc, on a petit à petit, notamment d'un point de vue à la fois technologique, mais à la fois d'usage, travaillé sur une définition d'un jumeau numérique immersif et interactif, comme on l'entend dans Génie. Donc, pour faire ces jumeaux numériques et pour les utiliser, on s'est posé 4 grandes questions qui ont structuré l'organisation du projet. On s'est dit, déjà, comment va-t-on les créer, ces jumeaux numériques? Quelles innovations technologiques on va y mettre? Et vous verrez, demain, Claude Andriot ira plus loin, c'est qu'on n'a pas tous... Les 3 établissements n'ont pas forcément pris les mêmes voies pour créer ces jumeaux numériques, mais ça a permis aussi beaucoup d'échanges de ce point de vue-là et beaucoup de partage. Ensuite, on s'est dit comment les utiliser. Alors, ce n'est pas forcément chronologique, mais parfois un petit peu, cette chronologie-là. Comment on va les utiliser? Et donc, les utiliser dans un but d'enseignement. Donc là, beaucoup de questions sur comment intégrer ça dans notre pédagogie. Est-ce que ça va remplacer le physique ou pas? Et on a aujourd'hui donc quand même des conclusions assez claires, partagées au sein de la communauté Génie sur finalement l'usage de ces jumeaux numériques. Et bien sûr, si on les utilise pour l'apprentissage, il faut être capable d'évaluer aussi leur pertinence. Et donc, il y a aussi beaucoup de méthodologies qui ont été mises en place pour évaluer la pertinence de ces jumeaux numériques. Alors, il y a une dernière question qui n'est pas là, mais qu'on s'est posée vers surtout les 2 dernières années sur, comme l'a rappelé Laurent, comment on va diffuser ces jumeaux numériques et comment on va ensuite les pérenniser, les déployer à plus grande échelle. Donc voilà, ce sont les questions. Je vais vous faire juste ensuite les avancer dans ces 4 grandes questions sous forme de teasing, mais vous en saurez beaucoup plus demain. Et puis aussi au travers des pitchs que vous aurez juste après ma présentation sur l'ensemble de nos jumeaux numériques et des démonstrations que vous pourrez faire au moment de la pause tout à l'heure. Voilà, alors la première avancée, c'est qu'on a quand même créé, avec nos 4 établissements partenaires, 15 jumeaux numériques. Donc c'est quand même un nombre conséquent, beaucoup de travail derrière, avec, vous le voyez, des jumeaux numériques qui sont autour de la fabrication, usinage, déroulage du bois, forgeage, fabrication additive, fonderie, de l'assemblage avec des ateliers d'usines flexibles, et également de systèmes industriels, turbomachines, avions légers, centrales nucléaires, voitures électriques, et puis le laboratoire de chimie. Donc pour créer ces jumeaux numériques, il y a eu des approches plus internes, des approches aussi avec des EdTech. Donc c'est pour ça que je voulais mentionner aussi l'association des EdTech qui ont contribué également au projet Génie. Donc ensuite, pour les usages et pour la fameuse définition qu'est-ce qu'un jumeau numérique immersif interactif, on a d'abord donc rédigé un livre blanc
livre blanc pour définir les grands concepts autour de ce jumeau numérique immersif interactif. C'était le point de départ. Et ensuite, nous sommes arrivés aujourd'hui à un vade-mecum, Jean-Marc Augier en parlait tout à l'heure, qui est finalement comment on va passer des concepts aux pratiques. Et donc ce vade-mecum va être publié sur format papier avec des très belles illustrations. Vous avez un petit exemple ici. Et également sous format numérique et devrait sortir très très prochainement. Donc voilà, donc ce vade-mecum est vraiment dédié à un guide pratique pour l'enseignement, l'usage des jumeaux numériques, et Solveig en parlera plus demain. Comme je vous l'ai dit également, il faut évaluer les jumeaux numériques, donc des recommandations, des méthodologies ont été mises en place avec des vrais retours d'expérience finalement sur l'apport de jumeaux numériques immersifs et interactifs dans l'enseignement que vous aurez demain. Et on a également porté une attention à tout ce qui était accessibilité, comment rendre ces jumeaux numériques également accessibles à des personnes en situation de handicap, quel handicap, et aussi évaluer ce dispositif. Voilà, donc en quelques mots aussi, ce projet Génie, c'est un projet pour les étudiants, pour l'enseignement, mais il y a eu beaucoup de travaux scientifiques, des analyses qui ont été faites derrière. On a eu 4 doctorants dans le projet Génie qui vont présenter leurs travaux lors du colloque d'EMOS Nouvelle Voie de la recherche qui se tiendra le 8 juillet prochain. Les travaux ont été également présentés lors de conférences scientifiques. Et donc, il faut noter qu'on a un jumeau numérique, le jumeau numérique du laboratoire de chimie qui a eu un prix lors de la conférence ENIS, qui est vraiment la conférence européenne autour du numérique et de l'enseignement. Donc, bravo notamment aux deux porteurs, donc Scylla et Christian, du CNAM. On a eu au total environ une 50aine d'articles scientifiques sur le projet Génie. On a également présenté les travaux Génie au cours de salons. Alors, 3 types de salons. Des salons plutôt technologiques, avec le célèbre Laval Virtual, donc en 2023, 2024 et 2025. Virtuality également 2023. Des salons plutôt tournés vers la pédagogie, avec Learning Summit 2024 et Learning Technology 2025. Et des salons autour des métiers de l'industrie, parce que les jumeaux numériques peuvent nous aider aussi à faire mieux connaître les métiers de l'industrie. Donc Bercy fait son industrie en 2023, le Salon mondial des métiers, la Cité des métiers éphémères, Global Industrie. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a vraiment essayé de diffuser à tout public, dans différents domaines, donc nos jumeaux numériques. On a eu aussi beaucoup d'actions d'acculturation et de diffusion. Peut-être que certains d'entre vous étaient là au premier colloque Génie, on en a fait 2, celui-là, enfin le premier qui s'appelait Métavers et jumeaux numériques et celui de clôture. Beaucoup de webinaires aussi ont été organisés pour acculturer aux jumeaux numériques, également des journées dédiées à l'enseignement, aux acteurs de l'enseignement, donc éducation nationale et enseignement supérieur, donc lycée professionnel, BTS, classe préparatoire, DUT, également université et grande école. Et puis, on a participé aux échanges avec la communauté d'EMOES qui ont été organisés par l'ANR elle-même. Donc, des échanges très intéressants pour faire des retours d'expérience, des partages. Et Sébastien Fernandez a notamment animé un groupe de travail sur la pédagogie et les nouveaux environnements virtuels. Voilà, alors maintenant, quid de Génie? Donc dans quelques mois, le projet Génie sera terminé. Vous verrez, il y a beaucoup de résultats qui ont été obtenus. Mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même pas la fin. Donc Jean-Marc Augier l'a signalé, il y a le projet Confluence, dans lequel vous retrouvez donc le CNAM, le CESI et l'ENSAM, qui est un projet toujours France 2030, mais Excellence ES, sur lequel on va pouvoir poursuivre nos expérimentations sur nos jumeaux numériques en termes d'environnement, d'espace d'apprentissage. On a également un projet avec l'Académie de Paris sur le campus virtuel qui peut montrer aussi par un accès web, donc accessible à tous, des innovations technologiques que l'on fait dans nos établissements. Et évidemment,
une des premières innovations qu'on va y mettre, c'est les jumeaux numériques. Et puis également projet européen, vous voyez, donc porté par le CESI, donc sur le virtual learning, donc à l'échelle européenne. Et on participe à des réflexions dans le cadre du programme digital, programme européen, pardon, digital, sur finalement le Virtual Skills Academy, donc toutes les compétences autour du virtuel. Voilà, c'est des réflexions qu'il y a actuellement au niveau européen. Voilà pour l'introduction à ce projet Génie, à ce colloque. Donc, on en est ici, là. Et donc, maintenant, c'est parfait, on a même un peu d'avance. Je vais passer la parole aux différents pitchs, à Sébastien aussi, qui va piloter la coordination des pitchs. Donc là, il n'y a peut-être pas 15 jumeaux numériques qui vont défiler, mais il y en a une bonne dizaine. Et donc, chacun, en 4-5 minutes, va présenter son jumeau numérique, le contenu à la fois technologique, l'usage pédagogique, son retour d'expérience. Donc, c'est un vrai challenge pour les porteurs de jumeaux numériques, que je remercie. Et voilà, et Sébastien, tu peux venir. C'est Régis. Vous avez croqué les 15 minutes d'avance. Alors, tu as de la chance, Régis, je vais pouvoir mettre ton... Ah oui, c'est dans l'ordre en plus, c'est fabuleux. C'est une belle coordination. Voilà. Moi, je fais comme ça. Je te laisse ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme c'est indiqué, je m'appelle Régis Bigot, je suis sur le campus de Metz. On m'associe à un mot-clé majeur qui est la forge, mais pas que, puisqu'on fait beaucoup de mise en forme des matériaux. Et j'ai l'honneur de vous présenter un petit peu, en quelques instants, le jumeau numérique que l'on appelle forge. Le jumeau numérique est inscrit dans le projet de Génie. Alors, je vais être un peu honnête, il a démarré il y a presque 20 ans, dans un projet antérieur qu'on appelait X-Remote Manufacturing, qui était de rendre possible l'accès à distance des plateformes que nous avions aux arts et métiers. Chaque campus a des équipements un peu particuliers. L'idée, c'était de faire ça. On s'est heurté à énormément de problèmes, dont deux qui ont été évoqués tout à l'heure. Les connectivités informatiques, galère. Et la deuxième, le rendu réalisme, où on avait, et ça a été montré dans la planche précédente, on avait modélisé notre plateforme en cube. Et à l'époque, les étudiants avaient créé la plateforme dans un jeu vidéo, Black Ops. Et je peux vous dire que j'étais vraiment jaloux du rendu réaliste qu'ils avaient réussi à faire dans des jeux vidéo, quoi. Alors, il n'y avait rien de scientifique, mais ils s'amusaient là-dessus à faire des jeux la nuit. Donc, derrière, en mars 2020, quand on a eu les premiers contacts pour initier le projet de Génie, malheureusement, je n'ai pas pu trop m'y investir, étant pris dans une vie en parallèle de reconstruction d'usine. C'est Cyril qui est souligné là, qui est porteur du projet, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui m'a demandé de transmettre un peu le retour d'expérience de toute l'équipe qui est projetée. 10 000 heures, j'ai compté, plus de 10 000 heures pointées dans Oscar. Donc hors nuit blanche, hors réflexion, hors week-end, bien sûr hors barbecue et hors bière. On retrouve Florian en gras, qui sont donc les deux principaux acteurs, coordinateurs sur ce jumeau numérique. Et derrière, on retrouvait la deuxième colonne, que sont les collègues de Laval. Donc, on a mis Johan, mais Benjamin y a aussi associé. Et la troisième colonne, en italique, ce sont les collègues du secondaire qui ont développé avec nous les scénarios, quelques scénarios. Donc, le jumeau numérique, on essayait de coller au slide demandé. Donc, vous retrouvez la définition que nous avions. On était en train d'accoucher sur ces jumeaux numériques en 2020, sur cette définition, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y en avait partout, Digital Twin dans tous les sens. Et c'est une définition qui est reconnue maintenant. Le réel, le virtuel, les connectivités de l'un vers l'autre, donc l'un pour alimenter le virtuel pour aider à piloter le réel, mais surtout, la petite flèche à droite, ici repéré 3, les modèles. Ça, c'est important, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc, on avait des problèmes de sécurité de la machine, on est donc sur des projets de forge, pièces à chaud, 1250 degrés, des machines qui travaillent à forte énergie.
Je pense que dans d'autres jumeaux, il y a aussi d'autres risques, d'autres difficultés de mise en œuvre vis-à-vis de nos étudiants. Le cible, c'est bien sûr, dans un premier temps, les étudiants, les nôtres, étudiants, élèves ingénieurs des arts et métiers, mais aussi les lycéens, donc de l'autre côté. Et donc l'idée, c'était de pouvoir apprendre les premiers gestes et surtout, vous verrez après, de voir l'invisible. Voilà, donc derrière, vous avez donc à droite, en bas, le jumeau numérique tel que vous allez pouvoir le voir tout à l'heure lors de la démonstration. Donc, comme on l'a évoqué, la première modélisation a démarré en 2014. Okay, on avait des cubes, et puis il y a eu donc tout un gros travail qui a permis de passer de la capture à gauche, début mars 2020, vers la droite, le rendu réalisme. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Champanet, c'est un succès, puisque quand les gens, même des forgerons, des industriels, prennent les casques, ils se disent c'est comme si on y était, quoi. Hein, au-delà de la charpente. C'est aussi bien rangé que c'est comme tous les jours. Il y a des connectivités. Hein. On a mis des puces RFID sur les pinces et tout, etc. Vous êtes médisant, monsieur le directeur. Voilà. Alors, surtout, nous, ce qui nous a aussi intéressé, puisque le côté création du jumeau numérique, c'est beaucoup donc Florian et les collègues de Laval. Et nous, scientifiques, on s'est dit, ouais, mais derrière, il faut qu'on puisse intégrer dedans un peu de physique en temps réel, quoi. Hein, la forge, tout le monde a en tête le bout de ferraille que je tape sur une enclume, okay, ou le clou qui m'embête le week-end. Bah nous, il ne faut pas déformer trop vite, assez vite, la température, les tailles de grains. Il faut donc créer des modèles qui permettent en temps réel, quasi temps réel, en jeu vidéo, de pouvoir refaire un retour. Donc on a fait ça à travers plusieurs actions. Le premier, c'est des modèles réduits issus de simulation numérique. Vous utilisez un outil dessus, on l'intègre dans le 3D, ça marche bien. Donc, on reproduit ce que la simulation numérique a fait, mais ce n'est pas génial, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Okay, si j'ai simulé 100, il me renverra forcément 100, peut-être dans des conditions différentes, mais si l'opérateur veut mettre 110, ça marche moins bien. Donc, du coup, on a développé une deuxième chose, c'est ce que les modèles réduits alimentés par des données expérimentales, donc c'est la thèse de David Uribe, où là, à partir de là, l'opérateur, vous pourrez jouer tout à l'heure dessus, choisit la dimension de son lopin, la température, l'énergie, et fait comme s'il était, pour avoir un résultat qui colle bien à la réalité. On est à moins de 3% d'erreur sur les énergies, sur les déplacements, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est un premier retour. Ensuite, il y a eu un deuxième travail qui a été fait, c'est la mise en place de scénarios. Aujourd'hui, 2 scénarios ont été mis en place, et on s'est dit, comment on peut créer ces scénarios pour répondre au mieux à un besoin de terrain. Les scénarios, ils ont été faits à partir des besoins et des attentes des étudiants et des lycéens. Ça, c'est important. On a mobilisé la junior entreprise pour créer avec nous, enseignants, profs, les scénarios, mais aussi, surtout, pour créer les supports. Donc, les petites fiches, il y en a 3 qui sont en photo, hein, il y a un petit bouquin, et qui permet à l'enseignant, à distance, d'avoir ces fiches pour pouvoir créer son scénario tel qu'il souhaite, par briques, okay. Et là, aujourd'hui, on a développé 2 scénarios complets qui sont utilisables. Donc, le découverte d'un procédé, et le deuxième, c'est l'analyse des flux d'énergie dans un procédé. Alors, énergie, c'est les kilojoules. Hein. Okay, on n'est pas du tout sur les kilowattheures EDF qu'on enquille. On est vraiment sur le rendement énergétique de l'installation et pas l'utilisation, pas de la plateforme complète. Et à partir de ça, ces 2 premiers scénarios, okay, les fiches ont été éditées, permettant d'atteindre par l'open data donc des données réelles sur une plateforme d'échange, parce qu'on est, ce sera une de mes conclusions, on est plutôt asynchrone que synchronisé avec la plateforme. Le troisième scénario, qui est en italique, puisqu'on est en train de le finaliser toutes les fiches, c'est la sécurité au poste de travail. Okay, où là, ça nécessite aussi d'uploader le nouveau modèle pour que si on n'a pas les bons EPI pour faire la bonne action, ben, ça ne marche pas. On ne dit pas game over, on dit tu n'as pas le droit d'y aller, quoi. On n'est pas dans un jeu vidéo. Vous avez donc ici 2 choses aussi qui sont importantes. Je fais tourner les 2 films. Vous avez 2 yeux, vous vous débrouillez. C'est de montrer, quand on est en cours, ben, on dit tiens, regarde le tuyau qui est là, il y a l'huile qui passe, regarde la vis qui est là. Sauf que tout ça, c'est caractérisé. On ne peut pas ouvrir, on ne peut pas le montrer, quoi. Et ça, c'est aussi une chose importante qu'on a fait tourner cette année, nous, dans la pédagogie, en préalable de tout arriver sur la plateforme. D'accord ? Donc, c'est préalable à nos séquences pédagogiques in situ. Et donc, il y a bien une complémentarité ensemble. Okay ? Et, tout à l'heure, c'est évoqué la crainte de remplacer le réel.
Là, pour nous, c'est complémentaire. Vous avez donc à droite la presse à vis, presse bleue, et à gauche, la presse mécanique, le vilebrequin. C'est toujours bon, ça va. Ah si, vous inquiétez pas, on a de l'avance, on a 15 minutes d'avance. Ici, deux autres choses aussi qu'on ne peut pas voir, où c'est difficile en réalité, c'est les problèmes d'endommagement dans les matériaux. Deux cas d'application. À droite, vous pouvez les revoir sur la plateforme dessus. Voilà, alors comme je n'ai pas le temps, communication, publication, des thèses et publications, des valorisations, on a évoqué plusieurs fois, et les conclusions. Retour d'expérience à chaud, je me dépêche parce que je n'ai pas le droit de parler. Alors, première chose, c'est qu'on a pu mettre en place un jumeau numérique. Et là, je remercie clairement les supports que nous avons eus. On évoquait tout à l'heure l'idée en 2020 pour aller au 2021 en novembre à Laval, c'est d'avoir mobilisé quand même 10 000 heures, donc des heures, des ingénieurs, etc., pour créer ça. Nous, enseignants profs, seuls, on n'aurait jamais réussi à aller au bout de ce qu'on a pu même initier il y a 20 ans. C'était impossible. Donc, aujourd'hui, on a ce jumeau numérique. Par contre, il est asynchrone. On n'a pas réussi à le synchroniser pour énormément de problèmes de connectivité. Ça, c'est une difficulté, ou le verre à moitié plein, à moitié vide, comme vous voulez, mais c'est une réalité. Et nous, du coup, comme on avait énormément de problèmes dans les communications, on est basculé beaucoup sur le développement de jumeaux numériques réduits, implémentés dans le jumeau numérique, qui va chercher en asynchrone des données expérimentales. D'accord ? Deuxième chose, c'est fonctionnel. On l'a testé, nous, sur 200 élèves. Donc ENSAM, des ingénieurs un peu spécialisés dans le monde de la fonderie et la forge également, puis bien sûr les collégiens et lycéens. Et puis aujourd'hui, on se pose la question de la maintenance du jumeau numérique. On présente ici la suite, toute la partie thermique qui a été mise en place dans les thèses d'AIA, qu'on va intégrer dedans, pas simplement du déplacement ou des efforts, mais également le côté thermique. Voilà pour le pitch qui a duré, Monsieur Fernandez, combien de temps? Il ne m'écoute pas. En plus, on a des étudiants qui ne sont pas attentifs, quoi. Je vous remercie pour votre attention. À votre disposition pour toute question, maintenant ou tout à l'heure. Voilà. Merci Régis, ça sera tout à l'heure pour les questions. Ça, je parle beaucoup. C'est parfait, c'est parfait. Alors, le suivant, déroulage bois. C'est ça, Sébastien? Alors, Louis. Ça fonctionne. Ouais, parfait. Je sais pas. Ouais. Je vais essayer de pas trop déborder non plus, mais bon, tu as mis la barre assez haut, Régis. Donc voilà le jumeau numérique du déroulage, Jude. Voilà, c'est celui-là. Bon, c'est moi qui présente, mais les principaux artisans de ce jumeau, c'est la liste des personnes qui sont derrière. Donc des personnels essentiellement AM Valor, donc de l'équipe de Chalon. Et puis Fabrice qui est au Labomap aussi à Cluny. Donc, alors, l'intention de ce jumeau, c'était de faire découvrir au plus grand nombre ce que c'est qu'un procédé de première transformation du bois et le déroulage en particulier, qui est quelque chose qui est très peu connu, mais qui représente à peu près 10% de ce qui est transformé sur la planète. C'est en bois, il y a 90% de sciage et à peu près 10% de déroulage. Donc c'est des centaines de millions de mètres cubes au final quand même. Voilà, donc c'est aussi rendre accessible l'apprentissage, parce que vous doutez bien que notre ligne de déroulage, on la prête à quelques doctorants, mais c'est tout. Donc, alors que là, tous les étudiants peuvent jouer vraiment avec le jumeau de la machine. Donc également aussi introduire quelque chose qui me semble important pour nos ingénieurs, c'est la capacité d'appréhender une ressource variable, parce qu'issue du vivant, je pense que c'est un enjeu qui va toucher plein d'autres matériaux, et c'est voilà, une manière d'appréhender la matière qui est quand même un peu spécifique, et gérer la variabilité issue du vivant, sachant qu'on a à chaque fois le droit qu'à un essai. Quand on a déroulé un billon, le suivant est forcément différent. On dit souvent qu'il y a autant de variabilité entre deux billons d'un même arbre qu'entre tous les arbres d'une même forêt. Voilà. Et puis tester différentes stratégies, ce qu'on ne peut pas faire en réel, s'adapter facilement au public. Et puis le côté immersif, on sait que c'est quand même souvent très accrocheur pour la formation. Donc voilà le jumeau, avec l'option son, qui est très importante. Les dérouleurs règlent leur machine à l'oreille. Non, il n'y en a pas mis. T'as vu comme c'est rangé? Là, pour le coup, tu peux le dire. Là, c'est vraiment mieux rangé que chez nous.
Donc développé sous Unity, le jumeau il a la possibilité de communiquer avec le jumeau physique, donc avec un flux MQTT, et puis également on a une base de données qu'on alimente. On peut pousser des données dans le jumeau, mais pareil, on n'est pas allé jusqu'à la synchronisation. De toute façon, le temps réel, c'est quand même complexe pour une opération qui dure 30 secondes. Voilà. Donc très content de ça. On est parti, comment on a abordé le problème? On est parti du modèle CAO de la ligne, un peu comme tout le monde. Et puis on a fait des modélisations simplifiées, des simulations, on a créé des bases de données. Et on a aussi joué sur les textures. Et puis l'idée, pour caractériser les singularités du bois, c'est important. Puis on va continuer de le faire. Donc là, vous venez de voir en temps réel un modèle je pense, ça fonctionne, voilà, je vous le remets. Donc là, par exemple, c'est le modèle de séchage qui permet, qu'on a intégré, la déformation des plaquages. Alors c'est totalement... il n'y a pas de modèle physique derrière, mais on a la brique pour pouvoir ajouter le modèle physique à un moment donné. Et c'est vraiment un sujet important, ça, le séchage. Voilà, là, vous voyez, ils sont pas encore secs. Du coup, c'était la fin de la vidéo une fois qu'ils sont secs. Voilà, donc le jumeau, il y a deux parties. En fait, il y a une première partie qu'on appelle le mode concentration, qui a été développé par Fabrice, qui est complètement adaptable. C'est-à-dire qu'on peut, n'importe quel prof qui se saisit de l'outil, peut définir le niveau de rendu qu'il veut. C'est-à-dire il peut sélectionner différentes étapes, on peut rajouter du contenu, du texte, des vidéos, c'est totalement modulable pour que l'enseignant qui se saisisse de ce jumeau puisse l'adapter à ce qu'il veut transmettre aux étudiants. Ça, on pensait notamment au lycée ou autre, sur le côté un peu découverte du procédé. Et il y a bien sûr le mode entre guillemets joueur, où là on est dans le jumeau numérique. Et donc là, à ce moment-là, on peut vraiment, réaliser un déroulage virtuel avec différentes étapes. Donc on a créé un module de TP avec plusieurs... c'est une séquence pédagogique avec plusieurs TP. La partie centrage du billon, le déroulage, l'empilage et puis le séchage. Et on a encore d'autres pistes pour le faire. Donc voilà, les sessions d'expérimentation, c'était principalement avec nos étudiants d'expertise bois. Sur le campus de Cluny, ça a vraiment très très bien marché. Je vous dis, ils étaient contents parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas. Donc c'est quand même formidable d'avoir donné accès à un nouvel outil. On a eu vraiment d'excellents retours. On a adapté en fonction des contraintes, des remarques en tout cas. Et puis on a fait également une session avec les masters recherche de Montpellier qui viennent chez nous tous les ans, une semaine sur notre plateforme pour se former aux machines bois. Et donc là, on a même fait un test avec un lycée qui s'est super bien passé à Étang-sur-Arroux. Donc voilà, un lycée de la nature et de la forêt. Donc on est vraiment dans la suite, ce qui me permet de conclure avec cette dernière planche. Donc on a du coup un peu aussi quand même grâce à Génie. On a été lauréat d'un AMI-CMA qui s'appelle A2 Fort-Bois ou A2 Fort-Bois, comme vous voulez, Avenir Formation Forêt-Bois. Donc, qui est porté par les arts et métiers et par le campus des métiers des qualifications d'excellence Forêt-Bois du campus de Cluny. Donc c'est un projet un peu conséquent, il y a 3 régions, 16 partenaires, donc pareil sur 5 ans, avec un budget global d'environ 20 millions d'euros. Et je pense quand même que ce travail amorcé par les équipes, donc il y avait Sylva Numérica et le jumeau déroulage, nous a crédibilisé dans l'idée de développer ces nouveaux outils pour la formation à tout public. Donc là, on parle vraiment des collèges, on va faire des tests au collège jusqu'au Bac+8, avec un certain nombre de livrables. Donc il y a le jumeau du déroulage 2.0, on a plusieurs modèles, plusieurs modules à rajouter, puis on aimerait quand même mettre un petit peu de modèle physique dedans, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout un outil pour la formation, mais il manque un peu de physique, ça c'est le scientifique qui parle. Et puis donc Sylva Numérica qui est toujours porté par Jean-Luc Martinez, donc qui permet en fait de simuler la conduite d'une forêt. Ça c'est quand même hyper intéressant comme outil. Un jumeau pour permettre d'identifier la qualité des bois en montrant en fait finalement comment se trouve réellement la matière à partir de la vue extérieure de l'écorce. Et c'est vraiment un enjeu financier majeur, notamment dans le chêne, parce que ce qui fait le prix du chêne, c'est vraiment ce qu'on peut faire comme barrique finalement. Et ça dépend vraiment, c'est estimé sur pied en fait, on ne peut pas le définir au préalable. Donc ça, cet outil-là, il est monté en collaboration avec l'ONF qui est très intéressé pour ça. Et puis, d'un point de vue de l'équipe, on a aussi les jumeaux du produit fini. Donc là, on est vraiment dans la logique un peu R&D avec l'intégration de tout ce qu'on mesure sur nos produits dans le jumeau. Voilà. Donc merci Génie.
Merci Louis. C'est toi Guillaume, là je vois que tu es prêt. Alors on va essayer. Tu supposes. Eh bien vas-y, viens pour le prochain. Oui, c'est ça. Tu as bien supposé. Bien, bonjour à tous. Guillaume Fromentin, je suis prof au campus de Cluny et avec mes collègues Guillaume Lemonnier, Charlie Eusna, mais aussi Philippe Laurent du campus de Paris, on a travaillé au jumeau numérique usinage, dont vous pouvez voir ici en photo une scène virtuelle. Donc l'usinage, c'est un procédé un petit peu particulier qui opère une transformation physique qu'on ne saurait soupçonner. Avec une machine-outil à commande numérique, nos jeunes, ils rentrent du code et ça sort de la matière avec la forme qu'on veut. Mais en fait, cette transformation physique, vous pensez bien qu'elle n'a pas formellement lieu. Donc l'objet pour les jeunes qui définissent un process au travers de cette interface-là qui met en œuvre la machine, c'est de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et en l'absence de compréhension de la physique, il manque de pouvoir développer une réelle maîtrise. Plus, par ailleurs, la mise en œuvre de ces machines et la machine elle-même a un réel coût. On ne peut pas trop les abandonner à faire des essais-erreurs. Voilà. Du coup, on estime un apport sensible du jumeau numérique dans ce contexte-là qui doit permettre à la fois de la simulation-prédiction comme un suivi du réel. Donc on entend avoir entre du code et la pièce, avoir un jumeau numérique qui nous permette d'accompagner cette chose-là. Alors la structure du jumeau, elle est la suivante. Donc on a le jumeau réel qui est une machine avec donc un ordinateur de contrôle qu'on appelle dans le jargon une commande numérique et qui peut faire de simulations géométriques, faire un joli parcours d'outils et vous voyez dessiner la pièce. Mais entre ce qui se dessine et ce qui s'obtient, bien des choses différentes peuvent s'opérer. Alors ce que vous ne vous rendez pas compte, la commande numérique, c'est quid de la dynamique de trajectoire, des engagements outils, des efforts, des énergies, du comportement du système en statique ou en dynamique et de la qualité de la pièce. Et donc c'est la vocation du jumeau numérique qui va être en permanence interfacé avec le jumeau réel, donc basé sur des données d'entrée qui sont la mise en œuvre effective suivant les paramètres opératoires de la machine et vous donner accès à ces grandeurs-là. Alors, tout de suite après, je vais développer une autre vision de la chose. Donc d'une part, on peut procéder avec la machine telle qu'elle se présente à nous et que vous pouvez l'imaginer dans un atelier ou la voir pour certains, donc avec des mesures. Mais on peut émuler complètement la commande numérique, c'est-à-dire finalement avoir l'organe de contrôle sans avoir une machine qui se mue, et avoir ça comme donnée d'entrée pour le jumeau réel, ce qui permet de se mettre dans un contexte de préparation en salle où, là, ce voici, c'est possible de faire essai-erreur autant qu'on veut, bouger des paramètres, voir ce qu'il en est, et avoir des sorties, du coup, dans l'environnement jumeau numérique qui peut être donc ça, c'est un peu le showroom en rendu en scène virtuelle complète, à la fois dans un mode aussi assistance opérateur, donc plutôt réalité augmentée, mais qu'on n'a pas développé plus que ça. Enfin, on ne l'a pas développé, mais il est complètement possible. Ça serait une perspective. Et des écrans contextuels avec des affichages scientifiques qui permettent d'avoir autre chose qu'une scène animée et formellement voir ce qu'il en est des grandeurs physiques. Donc, avec ça, on est basé sur du modèle, mais avec les données d'entrée réelles de l'exécution du programme. Et avec ça, on peut être avec des données mesurées. Ce qui est l'objet de la slide suivante. Donc, si je prends le cas de grandeurs mécaniques relativement bien connues, telles que les efforts et les puissances, bon, le cerveau contrôle des axes permet de remonter via les courants de coupe, des grandeurs d'asservissement à ces efforts-là, mais on peut aussi instrumenter de nouveaux capteurs, avec de nouveaux capteurs, la machine, et donc avoir une analyse sur la base de mesures, et le même jumeau peut switcher sur un mode simulation avec des approches assez mécanistiques, donc qui font l'objet de travaux de recherche dans tout un tas d'équipes dans le monde, et y compris dans la nôtre. Donc on a pu valoriser
dans un contexte d'enseignement tout un tas de types de travaux de recherche, en particulier justement pour la simulation d'efforts. Alors, pour que ce soit très concret, j'ai une vidéo qui a été réalisée par Guillaume Lemeunier, donc ingénieur en réalité virtuelle chez nous, là. Donc, là, en l'occurrence, il s'agit de la scène virtuelle avec sur l'écran la scène réelle. Et donc, dans la scène virtuelle, là, vous intervenez, ça c'est l'écran de la machine-outil. Quand vous changez sur la machine-outil la définition du brut, dans la scène virtuelle, il y a une vraie actualisation en direct. Voilà, une fois qu'on a validé la chose. De la même manière, là, vous avez la tourelle du tour, vous avez la page outils, vous saisissez des outils, et puis les choses, elles vont pouvoir apparaître. Donc notre enjeu pédagogique, c'était de ne pas avoir un TP figé. C'est le prof, il conçoit son TP sur sa pièce, il y a tout qui suit. Voilà. Et en fonctionnement, bon là vous avez la trace du parcours d'outils, des grandeurs physiques, coupe, puissance, effort, avec une représentation éventuellement vectorielle qu'on va voir, je pense. Donc d'une part l'effort, là maintenant c'est la puissance. Donc un tracé au courant d'amplitude, donc en fonction des trajectoires qu'on prend, il y a des choses qui se passent, ce qui a aussi des impacts sur la qualité de la pièce, ce qu'on va voir juste après. Donc là, je ne rentre pas dans les algorithmiques géométriques. On a mis à profit des algorithmes développés en recherche pour ça. Et enfin, comme notre jumeau numérique, il faut pouvoir l'adapter à différentes machines, il existe de nombreuses architectures de machines. Finalement, il est possible, on a fait un configurateur de machines qui est aussi un outil technique pour nous à l'installation, mais qui, avec nos étudiants, les permet de leur inculquer ce qui en est d'une architecture de machine, l'influence sur ses capacités, et ainsi de suite. Voilà. En définitive, on a eu travaillé à plusieurs scénarios pédagogiques de niveau bac, BUT, école d'ingénieur, master. Je vous en illustre une seule. Donc, avec un couplage simulation, expérimentation, donc sur des travaux en relation avec les consommations énergétiques, puisque c'est un sujet assez prégnant en ce moment. Donc il faut bien entendu avoir quand même des prérequis sur le sujet. On travaille en salle à se former à l'utilisation de la manipulation du jumeau numérique, donc adossé au simulateur de commande numérique. On étudie l'effet de choix de paramètres et on fait des choix qu'on pense être objectifs compte tenu de la validité des modèles. Et puis après, on se confronte à la réalité. Donc là, si tout va bien, on ne prend pas un mur face à soi, on est arrivé avec des paramètres qui avaient du sens. Et puis après, il y a une confrontation réelle avec le prédictif éventuellement. Donc cela, ce qui peut donner une perspective un peu plus scientifique, qui est aussi de la validité de modèles. Mais là, c'est une autre approche. Donc d'un point de vue ingénierie, nos jeunes, ils doivent savoir comment maîtriser sur le procédé et connaître l'influence de paramètres opératoires qui sont là et connus pour un certain nombre des usineurs. Voilà, je vous remercie. Merci Guillaume. Sébastien, quel est notre prochain? Je vois que Julien se lève. Parfait. Alors, Julien Artezoul, je suis enseignant aux arts et métiers sur le campus d'Angers. Et du coup, je vais vous présenter le jumeau numérique de fonderie qu'on a pu développer dans le cadre de Jenny. Donc, à la genèse du projet, il y a Amine Amar qui était dans le montage au tout début, qui nous a dit il faut qu'on fasse des méthodes numériques pour faire de la réduction de modèles, pour pouvoir voir en temps réel ce qui se passe dans des choses concrètes, des procédés. On va appliquer ça à de la fonderie. Est-ce que vous avez des applications, des équipements qui s'y prêtent très bien? Et du coup, avec Aude Caillot, qui est aussi enseignante sur le campus d'Angers, on s'est dit quelle belle occasion. Nous, on est enseignants de technologie, de procédés de fabrication. Aux arts et métiers, on a parfois cette image d'être un peu vieillot, d'être un peu d'une autre époque. Et on s'est dit quel beau projet d'aller faire de la techno dans le moderne avec de la réalité virtuelle.
Alors, je suis content de passer après Régis pour avoir un peu moins de temps, mais surtout pour pouvoir dire que bon, la forge, c'est 500 000 tonnes par an de pièces forgées en France. La fonderie, c'est 1500. C'est autre chose, quoi. Vraiment, on est à un autre niveau. Mais on fait pas de trous dans nos pièces. Métallurgiquement, c'est aussi autre chose. Et du coup, c'est un procédé qui est hyper présent. Alors, le grand public, on s'en rend pas forcément compte, mais dans ce qu'on a dans notre vie de tous les jours, les procédés de fabrication, c'est à l'origine de tous les mécanismes qu'on a. Et on avait sur le campus une machine qui était assez vieille, elle date des années 90. C'est une machine qui permettait, donc qu'on voit en bas à gauche de l'écran ici, qui permet de couler des pièces, de manière un peu automatique, ce qu'on appelle une coquilleuse. Donc on va chercher du métal dans le four, fondu, on va venir le mettre dans un moule, il va se solidifier et on va récupérer une pièce. Cette machine des années 90, mécaniquement, elle fonctionnait très bien en termes de pilotage, de connectivité. On était à des années-lumière de ce qu'on espérerait trouver aujourd'hui, mais surtout demain. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est l'occasion, ce projet, on va aller vers de la réalité virtuelle, on va faire le monde numérique qui va avec ça. Mais de l'autre côté, bah, il faudrait qu'on soit capable de connecter cette machine avec notre monde virtuel et on va en profiter du coup pour step up sur cet aspect connectivité. Donc nous, sur le campus d'Angers, on avait la chance d'avoir du coup des enseignants, des collègues sur la partie fonderie qui étaient très investis. Et dans l'impulsion de ces dernières années aux arts et métiers où on veut lancer nos ateliers de fabrication en mode usine-école, dans nos learning factory, ben on s'est dit on va prendre cette cellule et ça va être un peu notre pilote pour voir un peu jusqu'où on peut aller. Donc dans le cadre du projet, la première étape, ça a été vraiment de travailler sur notre jumeau physique réel, chose dont on ne parle pas trop quand on monte nos vidéos de réalité virtuelle, mais d'apporter toute la connectivité nécessaire. On s'est dit, bon, on va faire ça. La première année, on a bossé à fond là-dessus pour moderniser, changer les automates, que ça puisse communiquer, qu'on ait en temps réel les données, qu'on puisse les stocker. Et à côté de ça, bah, du coup, on a eu la chance de bosser avec l'équipe de Laval qui clairement, eux, nous, on fait de l'ingénierie mécanique, système classique. On a fait avec nos étudiants de la CAO, on a modélisé les choses sur des outils de CAO comme 3D Experience, comme des modeleurs classiques. On savait faire de la simu avec des logiciels métiers, comme par exemple avec QuickCast, où on venait simuler ce qui se passait quand on faisait une opération de fonderie. Mais maintenant, bah, du coup, il a fallu transporter tout ça dans un environnement virtuel. Et c'est là où nous, on était démunis face à ces problématiques-là. Mais où les collègues de Laval, du coup, bah, ils ont, à partir de ces données d'entrée, ils ont développé les workflows qui allaient bien pour qu'on puisse se projeter dans un monde virtuel. Nous, on a fait le choix, pour ne pas faire pleurer peut-être nos collègues, de ne pas représenter l'atelier réel d'Angers. On s'est dit, profitons-en pour avoir un espace grand, dégagé, lumineux. Et du coup, c'est moins réaliste, ça ne ressemble pas exactement à ce qu'on a à Angers, mais on a la place de venir, un peu comme disait Guillaume, voir l'invisible, voir des choses que dans la vraie vie, on ne peut pas faire. Chaque élève, il peut avoir sa machine, tester des choses, et comme disait Régis, bah, oui, on manipule du métal liquide. Il y a des dangers inhérents à l'utilisation de ces outils qui sont assez évidents. Et du coup, de pouvoir s'y projeter en réalité virtuelle, ça va être un vrai atout pour nous. Le fait de pouvoir intégrer nativement, directement, tous nos résultats de simulation dans les environnements numériques, c'était virtuel, c'était une super idée parce que ça nous permet de voir les choses en temps réel, de les projeter physiquement sur l'opération qu'on est en train de faire. Et du coup, ça aboutit à quoi? Ça aboutit sur ces quelques années. Au début, déjà, on a beaucoup travaillé sur notre jumeau physique. Et après, on s'est rendu compte, pédagogiquement, ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'un jumeau numérique, c'est d'un environnement virtuel. Et du coup, notre machine, elle est restée connectée au sein de notre atelier, mais elle ne va pas communiquer avec l'extérieur, avec notre application de réalité virtuelle. Par contre, l'application de réalité virtuelle, elle a un vrai intérêt, c'est que les jeunes, ils vont pouvoir, tout seuls, ou dans le scénario, dans la version qu'on a par groupe de 2, du coup, se projeter dans le jumeau numérique et attaquer différents niveaux de formation, différents niveaux taxonomiques, en fonction de où ils en sont dans leur formation, en fonction de leur profil, des diplômes qu'ils préparent. Du coup, on avait commencé par la prise en main de ces outils-là, qui est certes plus intuitif chez les jeunes qu'on a aujourd'hui que chez nos collègues, mais du coup, en abordant les notions de sécurité, c'était quelque chose qu'on avait totalement ignoré, en disant cool, on est dans un jumeau numérique, c'est bon, pas de pays, on y va, quoi, on peut se faire plaisir. Et en fait, du coup, avec les retours des différents work packages, se rendre compte que le but du jeu, c'est aussi de se rendre compte de ce à quoi ils vont être confrontés dans la vraie vie, et il ne faut pas toujours profiter des avantages que peut nous donner le monde virtuel. Et à partir de là, on a décliné pédagogiquement différents niveaux, différents scénarios, avec du coup des élèves qui ont testé ces 4 dernières années. À partir de l'année prochaine, ça rentre en clé en main, c'est-à-dire que nos 150 jeunes, tous les ans, ils vont passer dessus avant de faire les travaux pratiques, pour profiter au maximum des séquences sur nos plateformes Learning Factory et préparer en quelque sorte leur passage à travers la réalité virtuelle. L'autre élément, et je conclurai avec ça, c'était de dire qu'on a eu la chance du coup de participer à ce projet.
Et sur nos deuxième et nos troisième années en projet, on a une cinquantaine d'étudiants qui ont participé à la scénarisation d'un jumeau numérique. Et en fait, ça, c'était une compétence qu'on n'envisageait pas. On ne disait pas que c'était ça le but du projet. Mais c'est hyper intéressant parce que quand on dit que les jumeaux numériques, c'est quelque chose qui vient abonder l'industrie, qu'il y en a de plus en plus, aujourd'hui, nos jeunes, demain, quand ils vont être dans l'industrie, le but du jeu, c'est qu'ils vont dire, c'est pas eux qui vont développer les applications, mais c'est peut-être eux qui vont devoir se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? De quoi j'ai besoin pour mes techniciens, pour mes équipes? Et de travailler à cette scénarisation d'environnement virtuel d'apprentissage, ben, on croit que c'est un peu évident de dire, bah, OK, je vois ce que je veux faire, bon, bah, il faut commencer par... Eh ben, en fait, c'est un métier, bon, ça s'appelle l'enseignement, en fait, mais c'est clairement pas ce à quoi se destinent nos jeunes. Et c'était une super expérience de pouvoir expérimenter avec eux et les faire évoluer là-dessus. Et c'est quelque chose, on ne sait pas encore comment on pourra continuer à faire ça dans le temps, parce que, bah, évidemment, il faut des ressources qui implémentent ça derrière, mais c'est un des sujets qui va rester très présent dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Julia. Donc c'est Lionel qui prend la suite. Alors, tu commences par là, oui, fonderie. On continue dans la fonderie. Alors c'est là où vous allez pleurer, où Julien Nègre, donc l'ingénieur fonderie à Aix a pleuré. Alors moi je joue un peu le rôle de l'imposteur parce que je vais vous présenter deux jumeaux numériques pour lesquels je n'ai pas participé, mais comme je les connais un petit peu, je les présente aujourd'hui. Donc le premier c'est la fonderie à Aix. Donc c'est la fonderie à Aix pour laquelle il y a donc Armek Tari et Mohamed El Mansouri qui sont enseignants-chercheurs qui ont participé, et Jérémy Bourgeois qui est ingénieur de recherche sur le campus d'Aix. Alors l'avantage de passer un peu après les autres, c'est qu'on va répéter. Je vais sûrement être le premier à tenir le temps parce que je ne vais pas tout redire. On a les mêmes principes, hein. Voir l'invisible, faire de la formation en sécurisant les dangers, c'est-à-dire des choses, la fonderie c'est aussi dangereux que la forge. Et donc du coup ça permet d'embarquer nos étudiants dans des environnements qui sont sécuritaires alors qu'on est sur des procédés qui ne le sont pas. On est sur des procédés aussi qui ont des temps longs. On voit ici, on a un procédé de fonderie qui est un peu particulier puisque contrairement à des procédés classiques où vous avez des moules coquilles ou des moules que vous faites avec les mains dans un châssis, mais on vient faire le moule en prototypage rapide 3D. Donc on apprend aussi à nos étudiants ces nouvelles technologies qui vont permettre de faire le moule en fabrication additive finalement, mais de sable et pas de polymère ni de métal. Donc c'est des procédés qui sont longs, et le fait de les numériser, de les mettre dans un environnement virtuel, ça permet de les accélérer. Et du coup, on peut répéter, on peut changer des paramétries qu'on ne peut pas faire. Quand vous faites un TP physique de 4 heures, vous ne pouvez pas faire varier la paramétrie et valider différents types de pièces et évaluer la qualité. Donc ça, c'était un peu les freins qui sont levés par le jumeau numérique. Le public cible, c'est principalement la deuxième année à l'ENSAM, mais on voit aussi, comme les autres, apparaître des intérêts pour d'autres niveaux pédagogiques. Donc les apports pédagogiques, j'en ai déjà parlé, hein, voir l'invisible, sécuriser les dangers, faire de la paramétrie, avoir des modèles. On retrouve la notion de modèles réduits, qu'on appelle ici d'ordre 1, en particulier lié à la température et à la pression de fonderie, pour voir l'impact sur la qualité de la pièce finale. Pour la modélisation, mais pareil, hein, des modèles CAO qui ont été faits ici dans CATIA V5, des caméras qui viennent capter les informations, des simulations qui sont faites dans Procast, un peu comme Julien, je ne sais pas si c'était dans Forge, je pense que tu as fait, Régis, pardon, c'est dans Forge, tu as fait les simulations, je pense. Donc on a des modèles de simulation physique qui sont longs, comme le disait Régis, et qu'on vient utiliser comme point d'entrée des modèles réduits. Et après sur l'environnement réaliste qui ici est développé dans le moteur temps réel Unity. Donc les acquis d'apprentissage visés, je vais aborder ça par les scénarios qui sont en bas. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire un scénario qui part de la fabrication du moule, en fabrication additive, comme je l'ai dit. On vient le dépoussiérer, on vient l'assembler, parce que quand vous avez des grands moules, il faut pouvoir les assembler, donc avec des méthodes de collage. On les met dans le moule et on vient régler la paramétrie, l'orientation de la pièce, la pression, la température, pour voir comment la pièce est réalisée à la fin et si on obtient bien la qualité de la pièce retenue. Voilà, sur la partie fonderie aixoise, on retrouve pas mal de choses un peu similaires aux autres sur l'intérêt des jumeaux, sur un procédé particulier. Tu fais lequel là maintenant ? Tu fais lequel ? Tu fais Lille ? Lille.
Alors maintenant, on va passer à un jumeau numérique qui est sur le campus de Lille. Ah, Lionel, il Je est fais fabuleux. je fais le campus Lispen. Parce que le Lispen, on est multisite, on est Aix, Châlons et puis Lille. Donc là, on fait Lille. Alors Lille, c'est complètement différent. C'est plus on sort des procédés de fabrication, déroulage de bois, forge, fonderie, métallique. On est sur des chaînes d'assemblage. Alors les chaînes d'assemblage, je vais lancer la vidéo en même temps en bas parce qu'elle est un peu longue. Ça me permettra de gagner du temps. Donc les chaînes d'assemblage, c'est ce que vous voyez en haut. Donc on a beaucoup de ce qu'on appelle d'usines-écoles sur les campus arts et métiers. Alors ça rentre dans les grands projets Evolutive Learning Factory de l'établissement. Et l'idée, c'est de dire, voilà, comment sur ces lignes qui sont dans une première phase très manuelle, où on vient assembler, donc ici en l'occurrence sur l'île, des vérins, mais sur Aix, on assemble des raquettes de ski, des raquettes de neige, comment on peut intégrer de la robotique et surtout de la cobotique, c'est comment on peut faire travailler des robots en collaboration avec des humains pour réaliser des tâches d'assemblage. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire mettre une troisième main pour que vous puissiez tenir la vis et le tournevis et que le vérin ne soit pas comme ça sur la table en train de bouger. Donc l'idée, c'est d'introduire ça. Donc il y a une introduction très théorique, c'est un peu la méthode, la vidéo que vous voyez apparaître en bas ici à droite, qui montre comment avec des approches lean, on peut intégrer ces techniques de robotique dans la collaboration robot-humain pour faire des tâches d'assemblage. Et on voit qu'on va gagner du temps. Je crois que c'est de mémoire, je sais plus, c'était 28% de gain de temps d'assemblage sur l'assemblage du vérin qui est utilisé ici comme exemple. Alors tout ça, après, il faut le virtualiser parce que les utilisateurs, en fait, ils doivent, comme un peu sur les autres procédés de fabrication, ils doivent se former à tout ça. Et quand on se forme sur tout ça, on a du mal à répéter. Donc on le répète dans un environnement virtuel, c'est qu'on se met dans un environnement virtuel et on voit l'étudiant. Donc il travaille ici, vous voyez le petit cobot qui est en haut, donc en collaboration avec le cobot qui va lui présenter ici le petit assemblage qui est le piston ici, que l'étudiant va assembler les premières parties du vérin et va après prendre le piston que lui tend le robot et le mettre dans le châssis, voilà ici. Donc ça permet à l'étudiant de comprendre un peu les mécanismes de collaboration qu'il va y avoir avec le robot, parce qu'on a aussi le cobot implique un certain nombre de charges cognitives, c'est pas facile au début de travailler avec le robot parce qu'il bouge en même temps que vous, donc ça permet d'appréhender tout ça. Donc c'est un développement qui a été fait par le CEA. Merci Claude pour la participation du CEA dans ces deux projets. On espère que le collègue bordelais peut-être arrivera à temps. Ils ont des petits problèmes de train, mais on a à peu près le même style de jumeau numérique sur Bordeaux. Donc c'est ce qui a été développé avec le CEA. L'intérêt aussi de ces jumeaux numériques, c'est que c'est couplé avec le réel. Je n'ai pas parlé de la connexion. Typiquement, le robot réel sur la plateforme réelle bouge en même temps que le robot virtuel qui est dans l'environnement virtuel. Donc on a une vraie communication entre l'environnement réel et l'environnement virtuel. Et puis dans les futures perspectives, dans les perspectives de développement de ce jumeau numérique, c'est augmenter tout ce qu'on peut faire sur les chaînes de production reconfigurables avec des stocks particuliers pour qu'on puisse continuer à enrichir ces scénarios en fait pédagogiques pour montrer comment on reconfigure une chaîne de production en fonction des produits qui arrivent en amont qui peuvent varier. Et je crois que j'ai fini. Il y avait encore une vidéo? Non, pour moi j'avais fini. Ah je crois que j'ai déjà dit tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le jumeau numérique suivant. L'industrie 5.0. Hugues, à toi, attends. Ah mince, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Voilà, c'est bon. Bien, bonjour, Hugues Delalin, ingénieur pédagogique à CESI, et je vais vous parler du jumeau de l'unité flexible de production, donc qui est une plateforme pour l'industrie 5.0. C'est un projet qui a été développé avec des collègues dans la salle, donc il y a Marc Lacomblé par exemple qui est présent et des personnes d'AS System qui nous ont accompagnés aussi et développé pas mal de choses. Donc l'origine du projet, effectivement, c'est une plateforme Industrie 5.0 qui existait sur le campus de Rouen. On voit, là on devine avec la vidéo un peu son contenu. On a deux parties, un atelier d'assemblage avec des postes manuels
et une partie plus ligne de production automatisée qu'on va exploiter dans différents scénarios. Et puis des systèmes qui sont intégrés, notamment des cobots, des robots, voilà, mobiles ou moins mobiles, on va dire. Donc l'objectif pour CESI, c'était vraiment de donner accès à cette plateforme technologique développée à Rouen, à l'ensemble de ces campus, en en profitant pour développer des nouvelles modalités pédagogiques. Donc on utilise ce jumeau numérique sur des formations qui vont du bachelor au master spécialisé, hein, et dans l'école d'ingénieurs. Et on va traiter des domaines qui sont liés à la performance industrielle, donc à l'industrie en général, donc la performance industrielle, la maintenance, l'ergonomie, le numérique et la robotique cobotique, l'introduction au jumeau numérique et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, hein, pour initier, voilà, que nos élèves comprennent ce qui se développe en ce moment, donc toute la partie industrie 5.0. Donc aujourd'hui, il y a plus de 4000 étudiants qui ont vécu quelque chose dans ce jumeau numérique. Donc l'objectif aussi, donc, à travers ce jumeau numérique, c'était d'impliquer nos élèves dans leur formation. On forme des adultes, et donc effectivement, on a des points de vigilance à avoir, faire que effectivement, ça leur semble pertinent et qu'ils y voient un intérêt. Donc on l'a effectivement avec le fait qu'on ait un environnement immersif qui représente quelque chose d'existant, industriel, et effectivement, qu'il y ait une motivation qui soit plus juste la note, mais aussi qu'on ait un objectif à atteindre, quelque chose à réaliser dans cet environnement virtuel. Et donc c'est des choses sur lesquelles on a travaillé aussi dans nos différents scénarios, d'avoir un objectif concret pour les élèves qui leur donne envie d'y aller. Et puis pour CESI, ça nous a permis de diffuser vraiment plus largement. Alors il y a le côté effectivement différents campus, mais aussi différentes modalités, réalité virtuelle ou clavier-souris, ou encore depuis le campus de CESI ou depuis chez soi, effectivement avec une connexion Internet. Et puis, dernier point, et ça on l'a déjà dit pas mal de fois, c'est cet aspect sécurité, effectivement, où on va permettre à nos élèves d'apprendre des choses sans être mis en danger avec les plateformes. Et c'est aussi une sécurité pour nos équipements. Donc au niveau architecture, on est sur un développement avec le logiciel Unity et un protocole de communication standard qui est utilisé pour la communication entre la partie, il me manque un petit truc pour pointer, mais entre la partie jumeau physique et jumeau virtuel, et notamment aussi toute une partie Docker pour tout ce qui contient les simulateurs des cobots là qu'on a intégrés dans le système. Donc si on regarde à gauche, on voit effectivement le contrôle possible du robot, du cobot, la UR, dans la réalité virtuelle, et son mouvement qui est retranscrit dans la réalité ou inversement. Et dans la partie du bas, effectivement, là plus une partie qui montre la visite virtuelle qu'on peut faire dans cet environnement virtuel. Donc on peut vraiment déconnecter à un moment la partie physique du virtuel pour l'apprentissage, et au besoin reconnecter si on le souhaite. Alors, et puis je vais vous parler d'un petit exemple de déploiement. Alors on a 4 scénarios qui ont été déployés là pour l'instant à CESI. Je vais vous parler du projet système automatisé, qui est celui qui est peut-être qui a utilisé le plus de composants des jumeaux numériques, avec donc un public qui était des étudiants de 4e année, soit en alternance, soit en statut étudiant, et dans 2 spécialités, les généralistes et les informaticiens. Et donc cette année, ça représentait 3 sessions dans l'année. On a déployé 3 fois le projet sur l'année scolaire dans une vingtaine de campus, si on combine les différentes présences. Et c'est plus de 1100 étudiants qui ont été touchés comme ça. Et donc l'objectif du projet, c'est d'intégrer finalement un nouvel élément à une chaîne de production existante. Et donc pour ça, on leur demande d'agencer spatialement des éléments sur cette chaîne de production automatisée et d'automatiser du coup l'encollage d'un capot avec le cobot grâce à de la programmation, et tout ça se fait dans l'environnement virtuel. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on voit là les étudiants en train de travailler. On voit à droite un exemple de solution proposée par un groupe d'étudiants. On peut permettre vraiment aux étudiants donc, de travailler en collaboration, c'est-à-dire qu'il y a un étudiant
qui va être devant le PC en train d'expliquer effectivement ce qu'il veut pour programmer le Kobo, pendant que l'autre va pouvoir placer finement la pince aux endroits où il le souhaite dans la réalité virtuelle pour placer voilà, les bons éléments au bon endroit par rapport à l'objectif. Et puis, dernier point qui n'est pas des moindres, dans tous les développements, on a développé aussi l'éditeur de scénario qui va nous permettre d'exploiter dans le futur en fait, tout ce qui a été réalisé pour développer d'autres scénarios avec nos enseignants. Voilà, merci à vous. Alors c'est voilà, la suite pour le CESI. Là, c'est la fabrication additive métallique. Bonjour à tous. Ici, je vous présente le deuxième scénario de CESI. C'est jumeau de unité autonome de fabrication additive métallique. Donc, à CESI, nous avons une unité de fabrication additive métallique qui s'est installée à campus de Nanterre. Et c'est une unité en fait qu'ils ont en mode mobile. Donc, on peut construire, on peut décomposer cette unité et on peut déménager si nécessaire. C'est une unité qui est énorme, qui est taille de 120 mètres carrés à peu près, et qui respecte toutes les contraintes, toutes les normes de sécurité de ETEX. Donc, cette unité qui également permet de faire des innovations et le transfert technologique dans notre campus. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette bel outil pour former les ingénieurs, former les étudiants sur cet aspect. Le problème, c'est que cet outil n'est pas disponible partout dans notre campus. Donc, l'idée est de transférer, définir des outils qui permettent d'explorer cette formation dans les autres campus. Donc, pour ça, l'objectif est de proposer un jumeau numérique de cette unité qui peut permettre de travailler dans cette unité en mode sécurité. Également, on peut créer des scénarios en mode personnalisé, en besoin d'étudiants. On peut créer les connexions entre le module théorique et le module jumeau numérique, c'est-à-dire vraiment les formations hybrides. On ne peut pas passer au mode 100% jumeau ou 100% digitalisé. Voilà. Donc, avec tous ces objectifs, nous, on avait développé des jumeaux numériques de Nanterre 4. C'est jumeau numérique, ça s'appelle UAFM. Donc, c'est jumeau numérique qui est développé avec l'aide de Assystem. Donc, là aussi, on a l'éditeur de scénario qui permet d'adapter les scénarios, adapter le contenu de ce scénario à les besoins des étudiants. Donc, dans ce scénario, nous, on a un système physique et également on a un système jumeau numérique. Pour l'instant, on est en train de récupérer les données de toutes ces machines, donc, qui sont installées dans la base de données, mais on n'a pas encore un mode synchronisé. Donc, c'est plutôt un mode asynchrone. Donc, on a les données, on fait les analyses, et également, on est en train d'explorer toutes ces données pour avoir une analyse du cycle de vie des produits qui sont fabriqués par cette usine. Voilà. Et l'usine qu'on a développée, c'était déployée dans plusieurs formations, par exemple, master spécialisé et également pour les bachelors. Donc, ici, je vous présente un scénario de master spécialisé qui est pour la sécurité et les risques industriels. Donc, les parcours sont définis en mode théorique, okay, et il y a une partie qui doit faire dans l'emplacement physique pour comprendre comment l'usine ça fonctionne, et également la deuxième partie qu'on utilise, la partie les maquettes numériques de cette installation pour sensibiliser les étudiants les éléments de sécurité dans cette usine. Qui était déployé dans plusieurs sciences. Par exemple, dans une science, on peut
on peut prendre à peu près 20 des étudiants. Okay, donc, on a fait 3 séances de cette expérience. Thank you. Merci. Et maintenant, la suite, c'est Maïté pour le laboratoire de chimie. Mais moi aussi, hein. Ok, merci beaucoup. Donc, une petite touche. Ici? Ok. Devant le micro. Ah, ok, merci. Donc, merci beaucoup. Et une petite touche féminine pour la présentation des jumeaux numériques. Merci. Donc, en fait, on voulait partager avec vous, lors de ces clôtures des projets génie, 3 points qui nous semblent vraiment importants dans le cadre du développement de ces jumeaux numériques. Donc, je dirais DE, donc développer, déployer et évaluer. Et pourquoi, tout d'abord, un petit peu de contexte rapidement, pourquoi nous avons souhaité mettre en place ces jumeaux numériques? Bon, il y avait plusieurs raisons, mais une des raisons les plus importantes, c'était que les temps de travaux pratiques qu'on voulait développer, nos temps de travaux pratiques, il était vraiment très, très limité. Et puis après, au CNAM, on a un public qui est assez hétérogène. C'était les 2 points importants. Après, ensuite, effectivement, on a une équipe pédagogique très impliquée sur l'innovation, dans l'innovation pédagogique, et c'était vraiment important pour nous d'optimiser nos temps des travaux pratiques. Alors, dans le cadre de ces projets, donc pour les intimes, c'est chimie, agro, pharma, virtual reality. Donc, je sais qu'on l'appelait souvent laboratoire de chimie. Plusieurs acteurs sont intervenus. Donc, déjà, les experts disciplinaires, avec les enseignants-chercheurs, les personnels BIAT, donc responsables de toute la partie des scénarisations, un échange constant avec les partenaires socio-économiques. Donc, nous avons travaillé avec la société Mambus. Et entre les deux, donc, quelque chose de très important, donc l'ingénieur, donc pour l'enseignement numérique, qui faisait les liens entre les enseignants, nos désirs, nos souhaits, et puis après, ce qui était vraiment possible de faire en réalité. Donc, jamais ces jumeaux étaient conçus pour remplacer nos TP. En revanche, nous avions un objectif. Donc, l'objectif, c'était d'entraîner les élèves aux règles de sécurité et aux manipulations, donc en toute sécurité au laboratoire, donc tout simplement l'apprentissage des gestes professionnels. Alors, donc, revenons aux premières D, donc développement. C'est vrai que nous, quand on a commencé avec les projets génie, on avait déjà un petit peu des pas en avance. On avait déjà développé un laboratoire numérique à partir du laboratoire des jumeaux physiques qui s'est retrouvé d'ailleurs au CNAM à la rue Comté. Et nous avions déjà, quand on a commencé cette aventure dans le cadre du projet Génie, nous avions déjà tout un ensemble de modules autour de la sécurité au laboratoire et des manipulations courantes, donc des modules qui avaient été donc financés par la région Île-de-France. Les projets Génie nous a permis d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous avons pu renforcer les modules de sécurité au laboratoire, avec un nouveau module autour de l'explosion, les risques au feu et les risques électriques, avec les manipulations courantes, toujours avec un fil conducteur de la synthèse d'un colorant alimentaire. Nous avons pu donc renforcer ces modules avec la création d'un module de chromatographie sur colonne. Et puis, on a développé 3 nouveaux modules, donc on peut dire des mini-jumeaux numériques à l'intérieur de notre jumeau numérique, avec des équipements beaucoup plus complexes.
Donc, comme vous voyez ici, les réacteurs, l'extracteur liquide-liquide à contre-courant pour les génies des procédés, un système de bioréacteurs pour l'agroalimentaire, et puis là, tout récemment, donc ça vient d'être livré, donc un module de chromatographie liquide à haute performance pour tout ce qui concerne les analyses des chimies. Donc, en gros, Génie nous a fait grandir, et là, aujourd'hui, nous avons donc 13 modules immersifs avec 5 heures de modélisation à niveau débutant. Avec le développement aussi, donc, on a mis en place dès le départ des fonctionnalités d'accessibilité. Et donc, dans ces fonctionnalités d'accessibilité, on avait déjà travaillé avec tout ce qui était les retours visuels et haptiques, c'est-à-dire d'associer des couleurs à la téléportation, à l'appréhension d'un objet, ou tout simplement à l'activation. On avait beaucoup travaillé dès le départ, donc en partenariat avec Mambus, donc aux consignes donc, de audio-guidage donc, adapté aux élèves malvoyants et malentendants. Et avec Génie, on est allé un peu plus loin. Donc, on a mis en place des interfaces donc, personnalisées pour faire de la correction donc, pour le daltonisme, pour des polices aussi adaptées donc, aux personnes dyslexiques. Souvent, on avait au laboratoire donc, des élèves qui n'étaient pas capables qui confondaient les majeurs avec l'index. Et donc, pour cela, on a mis en place donc, ce qu'on appelait des bagues, on a baptisé des bagues magiques, et donc merci Christian, donc pour vraiment mener en place et utiliser de manière beaucoup plus efficace nos modules immersifs. Et enfin, des petits lasers qui permettaient donc de passer accroupi, tout simplement, donc être plus à l'aise lors du développement. Ça, c'est ce qui concerne le développement. Mais on a compris assez rapidement que développer, c'est une chose, mais déployer les modules, c'est un autre. Et donc, c'est un autre projet. Et donc, là, on a pas mal travaillé donc, sur ça. Donc, les modules qu'on a conçus, il faut les voir comme des petits Legos qui peuvent s'enchaîner les uns avec les autres. Donc, on couvre environ cette discipline, donc chaque enseignant-chercheur fait un petit peu à sa manière, donc des différents types de modules qui vont être donc, du mode débutant, avancé et expert. Où est-ce qu'on peut placer ces modules? En fait, potentiellement partout, et nous particulièrement, on les a utilisés surtout en amont des TP, et on les a utilisés aussi pendant l'évaluation, en mode évaluation. Et on a pu aussi, pendant ces dernières années, donc l'année dernière notamment, développer une version autonome qui s'adonne aussi d'autres types de possibilités. Alors, comme vous voyez ici, donc, et ça, c'est la dernière salle immersive. Et donc, quelque chose qu'on a compris à fur et à mesure, c'est que pour faire une séance immersive, déjà, il faut la préparer très, très bien. Et cette préparation, ça part du document qu'il faut déjà donner aux élèves pour préparer la séance, mais après l'introduction, donc pendant cette séance. Donc, et ça, c'est capital, c'est très important. L'autre chose qui est importante, si vous voyez ici dans l'image, donc le travail en binôme. Donc, pendant qu'un élève a son casque et est en train de faire donc, dans l'espace immersif, le collègue, il est en train de prendre des notes. Et donc, ça, c'est vraiment une autre pratique qui est très intéressante et qui s'est appliquée, en tout cas, nous, on l'applique dès qu'on peut, donc pendant les séances immersives. Et le troisième point, c'est les débriefings. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces moments à la fin du TP pour ancrer les connaissances, pour qu'ils comprennent effectivement, pas seulement si c'était intéressant, si se sont amusés, si c'était bien, est-ce que ce qu'ils ont fait, finalement, c'était intéressant, est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont fait. Donc, et ça, c'est vraiment important. Alors, à ce jour, donc, on a au CNAM, donc, depuis 2021, donc, environ 600 élèves qui ont pu utiliser déjà ces modules. Donc, et ça concerne une dizaine d'unités de travaux pratiques et une dizaine de diplômes et une vingtaine d'ETP. Et nos modules aussi sont utilisables pour l'ouverture, donc, on va dire, des métiers. Donc, on l'a beaucoup utilisé pour les collégiens et pour les lycéens. Et donc, enfin,
On s'intéressait beaucoup aussi à l'évaluation de nos modules, et donc je reprends quelques points qui ont été donc exprimés par Véronique en début des séances. Effectivement, ça a été une préoccupation pour nous dès le départ. On a utilisé 12 approches, donc une approche d'évaluer l'expérience utilisateur et une deuxième approche pour évaluer les bénéfices pédagogiques, bien sûr vis-à-vis des élèves, mais également vis-à-vis des enseignants et des experts disciplinaires. Donc pour cette expérience utilisateur, mais nous avons utilisé, donc, en collaboration avec les ergonomes du projet Génie, donc, les questionnaires attractifs, donc à chaque fois en fin des séances, et les questionnaires System Usability Scale pour les enseignants. Et donc, comme vous pouvez voir, les jumeaux numériques, donc 4VR, donc il est dans la zone désirée, donc du point de vue attractif, ergonomie, mais il est très bien accepté. Pour les enseignants, il est bien évalué aussi, donc il se retrouve donc, dans une région où on dit c'est bon, mais on peut encore faire mieux. Et il y a une question qui demeure et qui nécessite encore de travailler et de creuser, c'est est-ce que voilà, l'importance d'avoir un soutien d'un technicien donc pour être avec l'enseignant. Ça, c'est vraiment un point très important et très crucial. Pour la partie pédagogique, nous avons donc mis en place donc, en parallèle avec nos modules pédagogiques une évaluation des compétences des élèves. Cette évaluation, donc, elle est donc, faite via une plateforme Analytics Vulcan qui peut évaluer en temps réel ce qu'il a fait, est-ce qu'il s'est trompé, l'élève, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Mais avec Génie aussi, on est allé beaucoup plus loin. On a travaillé et on travaille en collaboration avec les centres de recherche du travail et développement du CNAM, donc avec des ergonomes, pour étudier plus précisément l'impact de nos nouvelles pratiques dans l'enseignement. Et donc, pour cela, il y a des recueils de données par questionnaire, des entretiens qui se font avec les élèves et avec les enseignants, l'observation des usages, ça c'est très important, pas seulement dans la science immersive, mais voir ce qui se passe après dans la science réelle, avant de faire les analyses croisées. Tout simplement, quelle est la transposition? C'est vraiment une question pour nous, donc, à laquelle on essaie de trouver donc, des réponses. Est-ce que ce qu'on fait dans les virtuels, on les fait après dans les réels? Et donc, avant la page des remerciements, je voulais juste, en guise de conclusion, et là, je n'ai pas un slide, mais tout est dans ma tête. Effectivement, il y a beaucoup de choses donc, sur lesquelles on souhaite continuer à travailler sur ces projets. Nous, à fur et à mesure que les projets avançaient, on a commencé à présenter nos travaux dans des salons spécialisés, pas seulement des salons des technologies immersives. Et ça nous a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on était en contact avec les spécialistes et les personnes qui potentiellement peuvent être intéressées pour 4VR. Alors, comme je disais, donc 4VR pour les centimes, même en bus chemistry, donc quand on l'expose donc justement à l'extérieur. Donc, à ces jours, donc il y a une trentaine de centres qui ont déjà fait l'acquisition de la licence pour des besoins divers et variés, et donc une dizaine d'universités à l'étranger. Après, la question qui se pose et qu'on est en train de travailler justement avec France Immersive Learning, quelle est l'utilisation et quel est justement les retours d'utilisateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite donc, développer un club d'utilisateurs. Donc, et ça, c'est déjà un challenge. C'est un travail à part entière. L'autre chose importante, c'est qu'on est en train de faire aussi les liens avec un des projets qui était de l'ancien ESAM, donc les projets Kagami. Donc les projets Kagami qui étaient donc liés dans les mêmes sens avec les gestes métiers, mais plutôt dans les arts. Donc on va essayer justement de faire un point là-dessus. Et là, j'ai entendu donc, ce matin parler de Confluence. Effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et on souhaite, bien entendu, donc on est en train de prospecter également pour les projets digitales. Donc j'espère qu'on pourra effectivement avoir un lien là-dessus et avec les autres jumeaux numériques qui vont être présentés. Et donc, juste en guise de fin, parce qu'un projet comme ça, on ne peut pas les faire toute seule.
Donc, merci beaucoup à toutes les personnes, justement remercier à tous les membres du projet, donc des ingénieurs et stagiaires, enseignants, chercheurs, bien entendu aux financeurs, et on est ravis effectivement d'avoir été lauréat donc dans le cadre du projet du congrès UNIS, ce qui montre bien qu'on est dans la bonne voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maïté pour ce retour d'expérience. On va passer maintenant à d'autres jumeaux numériques. Donc d'abord, la voiture électrique. Christian. Oui, non, mais je le fais. Non, oui, c'est bon. OK. Alors, je représente Amélie Danlos, présent dans la salle, pour vous présenter le jumeau de la voiture électrique, qui est une petite Citroën Ami que vous voyez là, toute mignonne, avec son plexiglas en guise de toit. Vous verrez que ça a une signification. Et en fait, les objectifs pédagogiques de cette petite voiture, c'est déjà, on a un premier module qu'on a développé qui est un circuit avec une Citroën Ami, une Zoé et un SUV. Et c'est choisir le bon véhicule pour un trajet ambitieux. Parce que pour piloter une Citroën Ami, il faut être ambitieux. Cette voiture, elle est prise comme un système complexe. C'est-à-dire que elle a un plexiglas en guise de toit. Quand il fait très chaud à l'intérieur, encore plus chaud. Quand il fait froid à l'extérieur, il fait encore plus froid. Et ça a un impact aussi sur la batterie. Et il faut aussi comprendre les avantages, les limites et les manipulations d'une batterie et ses dispositifs de chargement. Et aussi, enfin, maîtriser son empreinte carbone en fonction des besoins et des déplacements. Et voilà, il y a plein de pièges dans ce petit circuit. Si on ne fait pas la bonne... On n'arrive pas à destination. Et puis voilà. Au niveau de la modélisation et de l'implémentation, ça a été développé avec Unity. Comme vous avez pu le voir, c'est en low poly. Parce qu'on avait une contrainte, c'est qu'il fallait que ça tourne aussi, non pas uniquement sur des casques, mais aussi en mode fenêtré. Donc l'immersion, elle est en mode fenêtré, en réalité mixte. On est en cours de développement là-dessus. Et surtout, c'est ça qui a été la grande découverte, c'est des données qui sont expérimentales, qui sont simulées et calculées. Parce que si on se fiait uniquement aux données constructeurs, on avait une voiture à énergie positive. Et donc, il a fallu tester en soufflerie, tester sur des bancs d'essai les vraies données de cette voiture pour les implémenter dans ce jumeau-là. Et on est en cours de test. On a lancé les premiers tests cette semaine devant une classe de seconde. Voilà, j'ai respecté le temps. C'est bon, t'inquiète pas. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, j'enchaîne. Non, Alors, l'avion. Préparation de votre présentation, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oui, non. Démarrez maintenant. Voilà. Et donc, là, on est sur le jumeau de l'avion léger, en fait, deux jumeaux. Le premier, c'est de la mécanique des structures. Et donc, qui dit structure dans un avion? Vous avez le jumeau physique, ici, c'est-à-dire un bel aileron avec ses nervures, ces choses-là. Et donc, le contexte pédagogique, c'est confronter des résultats expérimentaux à ceux issus des modèles mathématiques à fort contenu mécanique, prendre du recul, comme pour la Citroën Ami, sur les résultats des modèles, étudier statiquement l'aile d'un avion léger via des jauges de déformation. Vous voyez le petit truc qui est en haut, là, qui est tout petit, qu'il faut rendre en réalité virtuelle.
Et donc avoir aussi des modèles symboliques pour dire les mesures en réalité virtuelle et produire des données expérimentales pour l'apprenant qui exploitera par la suite pour les comparer à différents modèles et reproduire des mesures expérimentales avec les erreurs associées liées à la fois aux maladresses de l'apprenant et aux incertitudes des appareils de mesure. Et donc les briques technologiques, c'est Unity et un solveur de calcul. Le niveau de réalisme, c'est réaliste et symbolique. C'est normal parce que les petites jauges, il y a des petites interfaces qui sont dessus. Et on est sur des données en temps réel et simulées. Et l'exploitation pédagogique, on espère la commencer dans les mois à venir. Et voilà. Sébastien, tu m'as dit de respecter le cadre, je respecte le cadre. Encore un. Alors là, pour celui-là, je ne vais pas respecter le cadre. Ah oui. Et donc, c'est le deuxième jumeau de l'avion. Ah ah. Voilà. Alors pourquoi je ne vais pas respecter le cadre? Parce que le contexte au CNAM est un peu spécial. Il faut du son. Il n'y a pas de son. Non. Eh oui. Eh oui. Alors où est-ce qu'il est le son? F5? Ah oui. Voilà, c'est bon. Et le contexte du CNAM, il est particulier. L'Institut aérotechnique de Saint-Cyr, rattaché au conservatoire en 1933, constitue le centre d'expérimentation de la chaire de navigation aérienne. Il est équipé pour les études aéro- et hydrodynamiques. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a du fantôme au CNAM en aérodynamique. Et donc, l'intention de ce JN, c'est de marier les essais en soufflerie industrielle. Si vous cherchez un jumeau physique, vous en avez une là, la soufflerie S10 de l'IAT, et les logiciels industriels en simulation 3D en aérodynamique. Vous savez, les trucs qui prennent des nuits à calculer. Eh bien, on va le faire en temps réel, et puis en immersif, et puis pédagogiquement. Alors, l'objectif pédagogique, c'est de former implicitement le regard des futurs ingénieurs en aérodynamique aux écoulements laminaires et turbulents. C'est le jumeau de l'air et de l'invisible. Et il y a toute une équipe de jeunes ingénieurs et de doctorants qui sont rentrés dans la nuit, avec des hauts et des bas. C'est normal, c'est un projet de recherche avancé. Et vous allez avoir une petite histoire des affres et des succès qu'ils ont réussi. You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. On 6, I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper
and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10. You are listening to the noise of rain beating against a large metal drum. Go closer. Et donc, les briques technologiques et de modélisation, on a utilisé Unreal Engine parce que Unity ne tenait pas la charge. On a utilisé bien sûr un solver GPU, un cluster GPU. Au niveau du réalisme, on est scientifiquement irréel. Bah oui, c'est normal, on ne voit pas l'air, mais là on le voit. Et les données sont en temps réel et simulées. Et au niveau des limites, eh ben avec Erwan, Wilfried et compagnie, on taquine le no-limit. Parce que vous voyez, ils sont jeunes, ils sont souriants. Il y en a un qui nourrit des canards. Mais en fait, ils ont apprivoisé un dragon. Et en ces temps où on parle beaucoup, on se rengorge d'intelligence artificielle, eh ben, quand on travaille avec des personnes comme ça, ils vous disent le lundi, tiens, est-ce que tu pourrais regarder ça? Et immédiatement, bien sûr, après, ils disent, techniquement, c'est impossible. Et le lendemain, c'est développé, c'est implémenté. C'est beaucoup plus rigolo. Voilà, et vous pouvez les applaudir parce qu'ils le méritent. Merci Christian, je pense qu'on a vraiment vécu aussi une expérience immersive. Donc Christian a présenté plusieurs jumeaux numériques développés au CNAM parce qu'aujourd'hui et demain, je crois que c'est les 2 journées, c'est le grand séminaire annuel du CNAM. Donc voilà, on est désolé, on n'a pas pu accueillir tous les personnels du CNAM, mais bon voilà, merci Christian pour le travail. Alors, nous avons un dernier jumeau numérique parce que Fabien, ça y est arrivé après 2h40 de retard de train. Pour accueillir Fabien, donc le dernier jumeau numérique avant la pause sur les lignes d'assemblage. Oui, mais j'ai pas attendu dans le train, malheureusement. Ah, c'était avant? Oui, c'était avant, ouais. C'était au départ. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être enfin arrivé. Je vais faire rapidement sur du coup, le jumeau numérique qu'on a, nous, à Bordeaux. Donc, l'intention de notre jumeau numérique, nous, il en a 2, qui sont déclinés du coup sur 2 séquences pédagogiques différentes que je vais vous détailler par la suite. Le premier objectif, c'est de familiariser au concept de jumeau numérique. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir présenter à nos étudiants une situation authentique d'apprentissage sur un jumeau numérique pour leur expliquer les concepts liés au jumeau numérique et aux nouvelles technologies. Et le deuxième enjeu de ce jumeau numérique, et c'est ce sur quoi il porte vraiment concrètement, c'est des enjeux d'aménagement de postes de travail, donc sur une ligne d'assemblage qu'on a sur Bordeaux. Je vais peut-être rapidement vous présenter tout ce qui est marqué en dessous. Il y a pas mal de texte sur ces slides. Nous, on fait ces séquences de pédagogique, on les fait avec tous les niveaux de formation qu'on a sur le campus de Bordeaux, donc des bachelors, des ingénieurs en apprentissage. Et le gros intérêt de ce jumeau numérique, c'est qu'il nous permet d'itérer très rapidement sur des configurations de chaînes d'assemblage, ce qui serait assez long de faire physiquement, de tout déplacer, etc. Notre jumeau, il est développé par le CEA. Il a la particularité par rapport à pas mal des jumeaux du projet Jenny de se jouer en multijoueur.
Donc c'est aussi une de ses limites, ce qu'on a mis dans les limites, parce que c'est une certaine complexité à mettre en œuvre de faire du multijoueur. Mais dans un contexte de chaîne d'assemblage, c'est intéressant de pouvoir aussi faire varier ce que font les humains entre eux, les interactions qu'on a avec les autres humains, se faire passer des choses, etc. Et donc c'était intéressant d'avoir le multijoueur pour ça. Donc on a présenté schématiquement l'architecture avec un serveur et des casques. Et il se joue aussi très bien sur une interface PC avec une Space Mouse, ce qui permet voilà, de donner aussi d'autres possibilités d'action à des gens qui auraient des problèmes pour mettre un casque de réalité virtuelle. Le premier scénario pédagogique qu'on fait, c'est la familiarisation au concept de jumeaux numériques, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Et donc là, généralement, on divise le groupe TP en deux groupes. Il y a un groupe qui va passer sur le jumeau numérique, pendant que l'autre groupe passe sur le jumeau physique. Ils vont itérer, on va leur donner des objectifs, des contraintes, et ensuite on va inverser les deux groupes et faire un débriefing. Et donc là, l'intérêt, c'est de voir qu'apporte le jumeau numérique quand on n'a pas encore vu le physique, et l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jumeau numérique quand on maîtrise déjà le physique, quand on a déjà eu une approche du système. Ça, c'est notre premier scénario. Et oui, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'avec nos ingénieurs en alternance, ce scénario pédagogique-là, où on familiarise au concept de jumeaux numériques et où on présente tout un tas de technologies, de capteurs connectés, etc., c'est des choses qui font rapidement écho avec leur expérience en entreprise. Et on leur demande souvent de faire justement un petit projet de jumeaux numériques qui ne sera pas forcément mis en place, mais qui s'appliquerait à leur cas industriel à eux dans l'entreprise en alternance. Et donc le deuxième scénario pédagogique, là c'est vraiment de l'organisation de production via le jumeau numérique. Et donc là on va pouvoir jouer sur tous les paramètres qui sont implémentés dans le jumeau numérique pour venir tester différents scénarios sur une chaîne, sur un poste mono-utilisateur ou sur un poste jusqu'à 2 utilisateurs. Voilà, je pense que j'ai fait rapide. Merci beaucoup Fabien. Je pense qu'on peut féliciter tous les porteurs de projets, non seulement par l'immense travail qu'ils ont fait pendant ces 4 années pour avoir créé, mais aussi utilisé ces jumeaux numériques dans l'enseignement. C'était quand même un vrai challenge, nos 15 jumeaux numériques. Aussi pour le challenge de présenter ça en quelques minutes. Donc bravo à tout le monde. Voilà. Et je vous invite maintenant à leur poser des questions, mais autour d'un café, d'une boisson fraîche, de faire les démonstrations. Et on se retrouve à 17h pour une table ronde sur les usages des jumeaux numériques avec des intervenants extérieurs qui vont chacun témoigner. Et donc, ça donnera une ouverture à notre projet Génie. Donc, rendez-vous à 17h dans la salle. Je vais le prendre, t'inquiète pas. Oui. Alors, on va vérifier quand même.